Et donc je vais essayer de vous brosser, dans le temps imparti, un aperçu de l'histoire de la curarisation, autant en Belgique que possible, où je ferai à la fin allusion aux nombreux travaux de recherche et au développement qui s'est passé dans notre pays au cours de cette période, même si l'histoire de la curarisation, ce n'est pas que une histoire belge, c'est aussi partie des États-Unis, globalement en Europe, en particulier en Angleterre, en France, et puis, ben oui, certainement, en Belgique. Alors pour commencer l'histoire, je vous ramène 200 ans en arrière sur la plaine de Waterloo. N'est-ce pas en Belgique, mesdames et messieurs, la dernière bataille de Napoléon, 10 000 morts, bon cela c'est fait, 30 000 blessés, certains vont mourir rapidement après, d'hémorragie, de déshydratation, parce que les secours ne sont pas rapides, et puis d'autres un peu plus tard, d'infection de gangrène. Je vous rappelle le traitement en cours à l'époque. Docteur Larrey, chirurgien de l'empereur, malgré la connaissance du protoxyde d'azote et de la morphine, préalable à cette grande bataille, mais finalement la seule vraie technique c'est l'amputation sans aucune forme d'anesthésie, si ce n'est quand même un garrot, pour que ça ne saigne pas, et un garrot en serrant bien au bon endroit, c'est aussi une première forme d'anesthésie loco-régionale, comme on l'a évoqué tout à l'heure. N'empêche que pour réaliser cette très rapide, rappelez-vous, intervention, il faut être 4, 3 qui tiennent le patient et 1 qui opère aussi vite que possible. Alors dans ce contexte, forcément, l'apparition en 1845-46, et parfois même déjà expérimentée un petit peu avant, comme on l'a dit, d'une anesthésie générale à l'éther ou au chloroforme est une révolution. C'est une révolution parce qu'au moins le patient crie beaucoup moins et bouge moins. C'est une révolution formidable qui permet déjà un développement chirurgical très intéressant, puisque donc on peut se consacrer à la chirurgie plutôt qu'à tout simplement immobiliser le patient. Alors pendant ces quelques années-là, pendant une bonne cinquantaine d'années, on a été très intéressé par ces développements d'anesthésie pour réaliser de la chirurgie dans les hôpitaux, mais aussi, ceux qui s'intéressent à ça, dans les arrière-cuisines des maisons, parce que le matériel était tellement léger, tellement portable, c'était tellement facile à transporter qu'on avait amené l'anesthésie jusque là où était le patient. C'est une jolie photo d'un hôpital, je ne sais pas lequel, mais vous remarquez que là, pour opérer un patient, on n'a pas encore diminué le nombre de personnes, il a même augmenté. L'hygiène hospitalière avait encore de grands efforts à produire et j'apprécie beaucoup moi, la tenue de l'anesthésiste en costume, cravate, chaussures cirées pour administrer son art. Donc si au moins ça rendait la chirurgie plus réalisable, c'était rempli d'énormes dangers, et j'ai évoqué également, et illustré dans ce très beau ancien diagramme de M. Guedel 1937, qui nous décrit la profondeur d'anesthésie induite par l'éther, avec une zone qui correspond à une certaine forme de relaxation pour la chirurgie. Pour réussir quand même à aller chercher l'appendicite, il fallait pouvoir traverser un abdomen dur comme du bois, et que cette profondeur d'anesthésie qui permettait enfin un peu de relaxation musculaire était très proche de celle où le patient ne respirait plus. Donc beaucoup de difficultés avec le matériel que vous aviez déjà vu. Très difficile de réaliser ces interventions chirurgicales sans grever la série d'un nombre de décès très important. Donc toutes mes félicitations à ces anesthésistes aventureux qui allaient jusque dans les maisons faire des anesthésies générales avec les produits de l'époque. Il faut attendre le tournant du siècle pour voir arriver une vraie alternative avec les anesthésies rachidiennes et péridurales. On en a déjà parlé aussi, mais dans mon propos, je vais apporter que une rachie un petit peu haute, une péridurale un petit peu large, ça procure pour le champ opératoire enfin un patient qui est un petit peu plus détendu. Celui-là, justement, peut-être il ne dort pas, mais comme il n'a pas mal, c'était une alternative extrêmement intéressante qui a tenu la dragée haute à l'anesthésie générale pendant quand même de nombreuses années à ce moment-là, jusqu'au développement progressif de l'intubation, de la ventilation mécanique et de solutions d'anesthésie intraveineuse. Alors, la découverte de la curarisation, je suis vraiment désolé, mais c'est certainement Tintin qui nous a ramené ça d'Amérique du Sud. Preuve en est, publiée, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Et, bon, plus historiquement,
L'histoire, elle commence pas en 1492 avec la découverte des Amériques. Pourtant, c'est bien peu après qu'on a découvert ce poison utilisé par les Indiens pour la chasse, provenant de plantes particulières, Condrodendron tomentosum ou Strychnos toxifera, duquel ils fabriquaient une décoction qui s'appelait chez eux curare et qui a importé son nom jusque dans nos pays. Il est amusant de remarquer que ce produit coexistait à cette époque, ou a été découvert tant en Amérique du Sud qu'en Guinée. Sur la carte du monde, vous voyez que c'est quand même totalement opposé, hein, et que donc l'origine de l'utilisation des hommes de ces poisons naturels devait dater depuis encore bien plus longtemps avant, en tout cas sans doute depuis avant la conquête des Amériques. Bon. On se retrouve en 1811, un peu époque Waterloo, où M. Brody étudie, on appelait ça Ourara ou Ourali, peu importe, cette décoction naturelle sur des cochons d'Inde et remarque que ça induit une paralysie respiratoire sans d'emblée un arrêt cardiaque, qui forcément ne pouvait tarder après, mais que si on ventile le cochon d'Inde, il ne mourrait pas. C'est déjà très intéressant par rapport aux causes de décès immédiats à l'époque. Alors M. Vulpian, élève de Claude Bernard en France, 1856, décrit l'usage du curare comme un antidote à la strychnine et même, intéressant, un traitement au tétanos. Tétanos, donc cette maladie avec des contractions musculaires très impressionnantes. Ben, un peu de curare, ça peut relâcher un petit peu le chien en l'occurrence. Alors Claude Bernard lui-même décrit que le curare n'agit pas sur la moelle épinière, mais bien entre les nerfs moteurs et les muscles avec des expérimentations sur la grenouille. En 1906, 20e siècle, M. Langlais décrit l'action de la nicotine sur le muscle, et donc on arrive un petit peu plus proche de la vraie physiologie, et que le curare va bloquer l'action de cette nicotine. Alors là, un précurseur dont on a un peu oublié le nom, mais en 1912, Lawen, ou je ne sais comment prononcer son nom, utilise de la curarine, c'est un peu pareil, c'est toujours un curare naturel purifié, comme adjuvant à l'éther pour améliorer la relaxation de patients en chirurgie. Ben lui, on l'a un peu oublié. N'empêche que ça sont sans doute les premières vraies expérimentations sur des patients. Un peu après, on décrit plus précisément que le curare bloque la contraction musculaire induite par la stimulation nerveuse et le transfert par acétylcholine, avec une notion de récepteur qu'on n'avait pourtant pas encore vue à cette époque-là. En 1940, j'aime beaucoup ces expérimentations-là, en psychiatrie, puisqu'à l'époque, pour traiter la schizophrénie, on injecte du métrazole pour induire ce qu'on appelle un convulsif choc. Donc le patient subit de convulsions totalement atroces, et tellement atroces qu'il s'en brise les membres. C'était un peu embêtant, même s'il trouvait que ça soignait un peu la schizophrénie, et que ce docteur a trouvé intéressant d'administrer un peu de curare, et que jusque-là, dans sa petite série de patients, finalement, pas de danger, pas de problème de la combinaison entre la convulsion et l'administration du curare. L'histoire retiendra les couples Griffith-Johnson, et utilisés de manière alors plus prospective et plus réglo du point de vue scientifique chez une série de 25 patients de l'intocostrine, c'est toujours la même chose, un curare naturel, pour induire une relaxation musculaire complète et rapide, sans, j'aime toujours aussi, sans serious effets délétères importants, comme par exemple des dépressions respiratoires majeures. Ça, c'est un petit peu l'histoire plus ancienne qui nous amène à une période un petit peu bénie, 1848-52, où dans ce même monde avec éther, thiopental, chloroforme, le début de la lotane, on introduit la tubocurarine, toujours un dérivé naturel, qui propose une relaxation musculaire complète au patient. Formidable développement chirurgical, puisque non seulement le patient est endormi, il ne crie plus, il ne bouge plus, mais cette fois il est bien relâché, on va pouvoir opérer des zones plus difficilement accessibles dans l'abdomen et le thorax. C'est un vrai un grand moment pour la chirurgie. C'est aussi le moment de la construction, je vais dire, l'organisation des services d'anesthésie en Belgique, qui un peu après, comme tout à l'heure on a évoqué, la deuxième génération s'est fort préoccupée de la curarisation, et M. Gribaumont en particulier à l'UCL, mais peut-être que ces services d'anesthésie ont
mieux structurer la prise en charge de cette curarisation dans des conditions d'anesthésie. Bon, ici c'est un enfant, il est que au masque, il n'est pas ventilé, il y avait un petit peu de respirateurs, encore beaucoup des bouteilles, mais donc aucun monitoring là au-dessus et pas toujours de l'intubation. On faisait encore au masque comme ça, comme on le retrouve encore dans certains pays en voie de développement aujourd'hui. Jusqu'à ce que, 1954, aux États-Unis, messieurs Beecher et Todd publient une énorme série, 600 000 patients, attendez, déjà aujourd'hui c'est strict, on ne sait plus faire ça, à l'époque je reste pantois, sur la mortalité liée à l'anesthésie, dont seulement 7% à l'époque, c'était le début, étaient curarisés. Alors s'ils remarquent que la mortalité était plus ou moins de 1 pour 1500 patients, c'est-à-dire 100 fois plus élevée qu'aujourd'hui, le hit de leur publication, c'est de montrer que en fait, l'administration de curare augmente 7 ou 8 fois le taux de décès et que l'administration de curare se retrouve chez un patient sur 3 décédé des suites de l'anesthésie et que ce décès survient tout de suite, on injecte le produit, quelques minutes après, le patient ne respire plus, il meurt, ou un peu après, et un peu après peut-être qu'on pense déjà à des problèmes de curarisation résiduelle. Alors, ces services d'anesthésie vont se structurer pour essayer d'un petit peu améliorer la situation, parce que ça a fait grand état, cette publication des décès en anesthésie. Par exemple, on va utiliser de la néostigmine pour accélérer la récupération du bloc en fin d'intervention. La néostigmine, on la connaît déjà, on l'utilisait déjà pour le traitement de la myasthénie et de la rétention urinaire. Donc c'est un médicament qui empêche la métabolisation de l'acétylcholine. Et donc, comme c'est un bloc compétitif, ça prend un peu la place du curare qui est à bord. Voilà. D'autres développements, c'est de un petit peu mieux cadrer l'évaluation clinique du patient. Ben, clinique, pas d'appareil encore à ce moment-là. Hein, donc l'observation clinique, moi j'ai entendu M. Gribourmont jusqu'à ces derniers jours me parler de ça, et que tout ça était formidablement bien, si et seulement si c'était bien fait. Et donc je me suis permis d'ajouter réponse aux ordres simples aussi, ouverture complète des yeux, déglutition complète, tirer complètement la langue, inspiration profonde sans langage, etc. Ce sont vraiment des choses qu'ils ont fait au début de leur carrière pour essayer de protéger ces patients et de les extuber au bon moment. Maintenant, l'histoire montrera plus tard que ces tests cliniques, isolément en tout cas, sans être associés à une forme de monitoring, ne peuvent garantir l'absence de curarisation résiduelle. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Dès le début, on a remarqué que l'évaluation qualitative de la transmission neuromusculaire avec un stimulateur nerveux périphérique, donc ce genre de bazar qui envoie de l'électricité en transcutané sur le nerf cubital, permettait d'évaluer les réponses motrices et donc l'intensité de la curarisation. Et au fil du temps, on s'est mis d'accord sur les patterns à utiliser, qui sont toujours les mêmes aujourd'hui. Aujourd'hui, le parfait monitoring de la curarisation utilise du TRAC4 et du PTC. Donc ce sont des découvertes, on s'est mis d'accord sur des choses qui durent, et c'est très intéressant de ne pas toujours recommencer toute l'histoire. Alors un peu en même temps, voilà, 1968, 79, 89, on développe de nouveaux curares de synthèse, donc de laboratoire. Ce n'est plus du curare naturel un peu purifié, mais du produit de laboratoire, avec des produits qui au début ont un onset très lent et durent très longtemps. Forcément l'intérêt clinique c'est pas terrible, et au fil des progrès, on arrive jusqu'à par exemple le ropuronium qui a une séquence d'induction beaucoup plus rapide et une durée intermédiaire. Ça, ce sont de réels progrès de la pharmacologie, en gros entre deux milieux, les molécules aminostéroïdes et les benzylisoquinolines qui vont se partager le marché pendant de nombreuses années. Les effets recherchés, c'est une amélioration des conditions d'intubation, tant pour l'opérateur, l'anesthésiste, que pour le patient, moins de lésions laryngées, mais aussi une amélioration des conditions opératoires. Donc ça, c'est vraiment finalement le but de la curarisation. Le patient dort, il ne bouge plus, on fait de l'analgésie en plus à côté, mais on va améliorer les conditions opératoires, rendre possible la célioscopie, et désormais c'est un mode d'anesthésie que l'on voit dans tous les blocs opératoires. Il n'y a pas beaucoup de médicaments qui n'ont pas d'effets secondaires, donc il y a des effets indésirables, connus, je résume, succinylcholine, qui est toujours de mise aujourd'hui, même si elle date de 1950,
hyperkaliémie, quelques bradycardies avec les molécules les plus anciennes, hypotension avec l'histamino-libération, et puis un qui est rare, mais enfin qui est franchement plus embêtant encore que les précédents, c'est l'anaphylaxie. L'anaphylaxie, c'est un patient tous les 6500, c'est pas tous les jours, ils n'en meurent pas tous, plus ou moins 4%, ce qui correspond aux 1% 50 000 décès liés à l'anesthésie. Alors l'anaphylaxie, ben voilà, c'est une complication, on la connaissait, on la connaît encore aujourd'hui, mais qui a fait grand cas en 1998 et au début des années 2000, suite à l'administration de rocuronium à un ministre français, comme si là alors c'était tout à coup beaucoup plus important que le commun des mortels. Ce monsieur est resté plusieurs jours dans le coma, même s'il s'en est bien sorti après. Et donc là, la presse accuse l'anesthésie. D'abord, de ne pas avoir fait une consultation pré-anesthésique obligatoire depuis peu dans ce pays, et d'avoir utilisé un curare très allergique. De là est partie une magnifique polémique qui a duré de nombreuses années, tant commerciale entre les aminostéroïdes, rocuronium, qui était le dindon de la farce là, et les benzyl'isoquinolines, et prétendument le Nimbex qui lui allait donner beaucoup moins d'allergie que l'autre, ce qui finalement s'est avéré faux, ils donnent tous plus ou moins le même taux d'allergie. N'empêche que pendant tout ce temps, la France a été tétanisée par le spectre de la curarisation, si bien qu'on intubait sans curare, quitte à en mettre un petit peu après pour la chirurgie, et ce qui a changé le sourire de tous les Français. Au fil de ces années-là, on a aussi développé un monitoring qui alors devient quantitatif. On mesure la contraction du pouce, enfin de l'adducteur du pouce, en utilisant soit de la mécanomégraphie, ça mesure la force, l'électromyographie, le potentiel d'action intramusculaire, ou l'accéléromyographie qui est devenu le plus populaire parce qu'il est le moins cher, et de ainsi déterminer des block level, donc des niveaux de curarisation très précis. Et j'aime continuer à dire que c'est unique encore aujourd'hui en anesthésie d'avoir une telle précision de mesure de la profondeur de l'effet induit par ce médicament. C'est un peu le cas pour la profondeur d'anesthésie, c'est encore balbutiant pour l'analgésie, donc là il y a encore une sérieuse avance. Et depuis 2000, il est clair qu'il vaut mieux utiliser ce type de monitoring quantitatif que toute forme d'évaluation clinique ou de monitoring qualitatif avec un simple stimulateur nerveux périphérique. Il reste le spectre de la curarisation résiduelle. Ça, c'est en fin d'intervention, le patient il peut souffrir d'une sorte de sleep apnée syndrome parce que tant qu'il n'a pas récupéré largement un TOF ratio 1%, et même encore avec une période de sécurité après, il a des risques de stress, c'est vraiment pas drôle du tout, d'hypoxémie, de complications pulmonaires qui peuvent emmener à des décès chez les patients fragiles. Et donc ce syndrome a été clairement identifié au début des années 2000 et a permis d'augmenter le seuil de récupération minimale à un TOF ratio de 90%. Et puis peut-être que le progrès le plus significatif de ce millénaire, c'est le développement du Sugamadex. Sugamadex, décrit dans les mêmes laboratoires que toute la série des aminostéroïdes, comme le rocuronium, était initialement une molécule en développement pour diminuer la douleur à l'injection du rocuronium. Personnellement, je n'ai jamais injecté de rocuronium à un patient qui est encore éveillé et qui peut se rappeler que ça faisait mal. Mais bon, peut-être que certains faisaient ça et qu'on cherchait une molécule pour diminuer cette douleur. Et Anton Bonn a ainsi découvert qu'un cyclodextrine, un anneau de sucre un peu adapté, était parfaitement adapté pour encapsuler les molécules de rocuronium et de rocuronium seulement. Donc on a un agent de renversement immédiat intraplasmatique de la curarisation induite par le rocuronium, ce qui permet un renversement beaucoup plus rapide et complet que la néostigmine, surtout dans le cas d'un bloc profond où pour essayer de renverser un patient avec de la néostigmine, il faut savoir de beaucoup de temps et de patience. Alors c'est aussi grâce à ce médicament qu'on a enfin exclu un des spectres de ce qui faisait vraiment fort peur à M. Gribaumont, à l'époque où il faisait tout ça de manière totalement artisanale, c'est la situation d'un patient électif, tout va bien, on l'endort, on le curarise, et tout à coup on ne sait plus le ventiler et on ne sait pas l'intuber. Et donc ici au moins on a
une molécule qui permet dans un délai rapide, 2-3 minutes, il faut quand même avoir bien préoxygéné, et ne pas tarder à utiliser le médicament, mais de revenir à un patient qui puisse respirer tout seul. On a aussi pu vraiment manager jusqu'au bout des laparoscopies, des blocs neuromusculaires profonds pour favoriser la chirurgie jusqu'au retrait des trocars, ce qui n'était quand même pas encore tout à fait le cas jusque-là. Donc on a là une vraie révolution. Alors malgré cette révolution, on a regardé, enfin un collectif sponsorisé par l'ESA a regardé en 2018 quelle était la situation en Europe et comment on utilisait la pluralisation en Europe. Ben, le résultat, il n'est pas terrible parce que leur analyse démontre que malgré l'utilisation des cureurs à durée intermédiaire, de monitoring et même de Sugammadex, on ne réussit pas à diminuer le taux de complications pulmonaires post-opératoires. Et que ce qui est envisagé, alors, c'est d'encore augmenter le seuil de décurarisation à un train de 4 supérieur à 90%, ou de changer de type de monitoring. Mais ça tombe bien, les firmes sont là pour vous les vendre très cher, et là, je trouve que c'est un petit peu une démarche commerciale. Il y a une autre manière, c'est d'intensifier la recherche et l'enseignement. Et la recherche, la voilà, la dot belge, c'est la participation de chercheurs de toutes nos universités de Belgique, depuis longtemps, 1988, et de plus en plus, juste en cherchant, en mettant neuromusculaire bloc et Belgium, j'ai 165 références et j'ai mis quelques noms, je ne peux pas mettre tout le monde, je n'ai pas priorisé, je ne peux pas dire qui a fait quoi, mais il y a beaucoup de recherche qui s'est réalisée dans ce secteur en Belgique depuis longtemps et de plus en plus, et c'est ça qui est vraiment très très bien. En particulier sur des aspects pharmacocinétiques ou dynamiques, le monitoring de la transmission neuromusculaire et l'intérêt clinique de la curarisation. Alors, après la recherche, il faut de l'enseignement, ben, ça tombe bien. La Société européenne a édité des guidelines. Les Français, ils aiment bien les recommandations, les consensus. Mais là, c'est à un niveau européen, donc quelque part, il nous appartient de les suivre. Or, malheureusement, publié par une belle association d'un professeur belge et d'une vieille dame anglaise bien connue, il reste un haut taux de non-observance de ces guidelines, ce qui est quand même vraiment très dommage, en argumentant qu'on n'a pas le temps pour faire ça. Alors on a peut-être le temps d'avoir des décès encore, des patients qui ne vont pas bien au réveil, etc. Bon, je pense qu'il y a vraiment, on a le temps de prendre le temps de faire ça bien. Que le matériel adéquat n'est pas disponible, or pourtant il y en a désormais dans quasi tous les hôpitaux. Mais peut-être qu'on manque encore un peu d'éducation, ou que c'est à répéter. Et que je pense qu'on y est tout près d'avoir justement la situation idéale avec un curare onset rapide, à durée intermédiaire, mais qu'on peut renverser très rapidement, et une mesure exacte de tous les niveaux de curarisation. Disons qu'il n'y a plus qu'à le faire et que l'avenir tout proche nous dira si on y est tous arrivés. Merci pour votre attention.